Salut à tous, alors bienvenue sur cette présentation d'un nouveau tarot, le Spellcaster's Tarot, le tarot du jeteur de sorts peut-être, on pourrait traduire ça comme ça, donc un tarot en anglais qui est paru chez Léo Hélène, maison d'édition qui a l'habitude de faire des gros coffrets, à mon grand désespoir, qui sont malgré tout beaux et solides, tout dépend de comment vous aimez que vos jeux de tarot soient emballés et mis à disposition. Ici, vous avez une fermeture avec un aimant. Vous pouvez placer vos cartes dans le logement qui se trouve dessous, les sortir avec ce petit cordon et placer le livret sur le dessus. Moi, perso, je n'apprécie pas que la boîte prenne de la place. Je n'apprécie pas que les cartes soient sous le livret. Donc, je l'ai gardé pour vous le montrer. Et puis, ça va partir au loin. Je ne garde même plus les boîtes parce qu'à force, de toute manière, j'ai pas la place. Ce tarot, il est très intéressant, forcément. Si je vous le présente, c'est que je le trouve très intéressant. Il a une présence très vive, qui saute aux yeux, que ce soit au propre comme au figuré. C'est-à-dire qu'au propre, parce qu'il a des couleurs, il est illustré avec des couleurs particulièrement vibrantes. Je pense que le travail est peut-être semi-dessiné, semi-numérisé. Le fini, en tout cas, a dû se faire numériquement, je suppose. Et donc les traits sont extrêmement précis. Et pour ça aussi, il s'affiche très clairement dans des limites très précises dans notre carte mentale. Et il est aussi très vif au sens figuré, dans le sens, sa présence est très vive et très définie, et très... Ah, c'est tellement dur de trouver les mots par moment. Très bien classé, codifié, clairement, en fait. Clairement classé, arrangé, etc. Dans le sens où, dans l'esprit, le contenu, ce tarot, c'est un tarot païen, un tarot qui met l'accent sur la sorcellerie et sur les rituels notamment, qui utilise beaucoup la symbolique, donc des symboliques éthériques, on va dire, mais aussi des symboliques concrètes, avec les symboles qui vont être reliés à certains animaux, certaines plantes, etc. etc. C'est comme un catalogue de références qui a été mis ensemble et présenté avec une couverture très bien détaillée et qui saute aux yeux à cause des couleurs et de la clarté du titre et des références qui sont mises en avant. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ce tarot-là, il est très masculin dans l'énergie. Je trouve que c'est aussi une approche de la magie qui est très masculine. Par exemple, si vous avez le Witch's Wisdom chez vous, ça peut être intéressant à confronter. Magie féminine, magie masculine. Moi, dans les esprits, les essences qui les habitent, je trouve qu'on ressent un petit peu cette différence, un petit peu beaucoup dans mon cas, cette différence d'énergie et de déploiement et de mise en application de la magie en fait. Mais il est très très riche à cause de la diversité des éléments qui se trouvent sur les cartes, du fait que tout a un sens, que tout a été pensé, je crois. Et dans le sens aussi où il est très en mouvement ce tarot. Je le sens qu'il prend toujours des directions très précises et très expliquées, très justifiées, comme s'il justifiait ses choix, si on part du principe que les tarots ont une personnalité. Le livret, je vais le garder au contraire de la boîte, mais je ne suis pas certaine de l'utiliser outre mesure. Je le garde parce qu'il y a une particularité principale qui est que les bâtons et les épées ne sont pas associés à l'élément auquel ils sont traditionnellement associés. C'est inversé, c'est-à-dire que les bâtons vont être associés à l'élément air et les épées à l'élément feu. C'est quelque chose qui, moi, me déroute beaucoup. Dans l'ouvrage, c'est présenté comme un type d'association qui serait fréquent dans le tarot. Dites-moi si vous l'avez vu déjà, cette association des bâtons avec l'air et des épées avec le feu, parce que moi, je ne l'ai jamais vue. Il semblerait que ce soit lié, d'après l'explication de la créatrice. Et c'est intéressant parce que c'est une créatrice, ce n'est pas un créateur. Et d'où l'intérêt de toujours pointer que c'est l'énergie qui est ceci ou cela. Et en plus, ça l'est dans mon ressenti. Peut-être que vous auriez
une compréhension, une approche différente de l'énergie du jeu. Et si c'est le cas, si vous l'avez déjà ou que vous avez un premier ressenti juste en regardant des reviews, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça élargira d'autant le spectre d'interprétation de ce tarot. Mais pour moi, l'énergie qui est mise dedans me paraît plutôt masculine. Et donc, ce choix d'inversion des éléments est justifié par le fait que, comme c'est expliqué ici, la tamé ou la tame, je ne sais pas comment ça peut être prononcé, qui serait cette espèce de petit poignard rituel qu'on utilise dans les protocoles de magie, serait associé en fait au feu. Hein, c'est expliqué dans cette phrase-là. Un couteau à double lame, enfin qui est souvent associé à l'élément feu. Alors que le bâton, qui est lui aussi un outil rituel utilisé dans les protocoles de magie, serait souvent associé à l'élément air. Alors, je ne pratique pas la magie, ou du moins pas en ce sens codifié selon des protocoles ritualisés, prévus, etc., que l'on suit à la lettre et tout ça. J'ai une approche qui ressemble plutôt à celle du Witch's Wisdom et qui est très intuitive et personnalisée, et je le fais comme je le sens, quand je le sens, et pas si souvent que ça d'ailleurs, ou tout du moins pas d'une manière identifiée et toujours 100% intentionnelle, mais je sens que ça habite en fait ma manière de faire, de penser et d'interagir avec le monde. Voilà. Donc le livret est quand même intéressant à conserver dans ce sens qu'il expose les raisons de certains choix et que c'est important parce que à la fois c'est un jeu qui est, comme je disais tout à l'heure, une bibliothèque de référence, donc c'est bien que ce soit argumenté et présenté et détaillé quand on veut vraiment entrer en contact proche avec le jeu. Par exemple ici vous avez la signification de tous les éléments symboliques qui sont ajoutés dans les cartes et vous verrez qu'ils sont très nombreux. Hein, par exemple sur ce fou qui est une des cartes les plus épurées du jeu, vous voyez qu'il y a un serpent qui est ajouté sur le bâton. Sur cette carte de la mort, on a aussi beaucoup d'éléments. Les illustrations sont extrêmement riches, extrêmement détaillées. Les contours de chaque carte, de chaque essence, de chaque arcane sont très précisément dessinés et enrichis de beaucoup d'accessoires, d'éléments qui permettent de toujours ajouter à l'interprétation des nuances, du détail, de rallonger la sauce un petit peu, de préciser la nuance et la couleur. Ça c'est génial en lecture, c'est une des raisons qui font que j'aime autant ce tarot. Le fait aussi que ce soit un tarot païen, etc. Alors, c'est le cas de nombre de mes tarots dans le sens où je vais être assez proche des tarots qui parlent de la nature, des fées, de la sorcellerie. Parce que je me sens proche de cette énergie-là, ça me parle sans que j'ai rien à faire, aucune ressource à activer, c'est là en fait, c'est juste là, c'est présent. Mais celui-ci, il y a une intention supplémentaire et une direction plus précise qui est émise dans le message, je trouve, d'où ce côté que je sens assez masculin, en fait. De grande clarté et de grande directionnalité. Voilà. Vous avez une partie introductive qui est très fournie. Je vais vous montrer. Voilà, il y a tout ça. C'est la partie introductive qui nous explique comment prendre contact avec le jeu, comment en prendre soin, comment le purifier, le recharger. Toutes choses que moi je n'ai pas lues, je vous l'avoue. Parce que j'ai déjà mes propres habitudes que j'ai suivies, comme toujours, de la même façon qu'avec les autres jeux. Tout ce qui concerne comment lire les cartes de tarot, c'est intéressant pour les débutants. C'est toujours intéressant aussi, hein, même quand ça fait un moment qu'on fait des tirages, parce que ça peut permettre de renouveler, d'élargir la façon qu'on a de faire, mais là je le sentais pas spécialement, donc je n'y suis pas allée voir pour le moment, mais le livre me reste sous la main, d'autant vous voyez que c'est un beau livre, hein. C'est vrai que cette maison d'édition a, je pense, pour objectif de faire du beau produit, ce qui est tout à fait louable. Voilà. Et il y a une partie que je pense j'irai voir par la suite, selon comment je vais décliner
les utilisations que j'ai de ce tarot, qui est de l'utiliser pour faire de la magie, pour faire des rituels magiques. Donc je vais voir comment est-ce que ça pourrait matcher avec ma propre approche, moi, de la magie. Mais c'est expliqué ici dans le chapitre introductif et c'est proposé pour chaque arcane. Alors je vous montre maintenant comment ça se décline par arcane. À chaque fois, vous avez un rappel de l'image en couleur. Vous avez une description de l'arcane qui est très satisfaisante, qui matche bien avec l'énergie de la carte, sans pour autant expliquer toute la symbolique qu'on retrouve dans la carte. La plupart des petits éléments qui sont ajoutés, par exemple ici le serpent, pour la plupart ne sont pas... leur présence n'est pas justifiée dans la description de la carte. Donc vous gardez un petit peu la liberté de vous comprendre cet ajout à votre façon et dans cette même dynamique, je vais vous montrer par exemple ici la haute prêtresse, son visage est masqué, ses mains sont gantées. Le visage de hiérophante est masqué également, même si c'est d'une façon différente, et ces choix-là ne sont pas explicités dans la description. En revanche, ils sont tellement parlants que voilà, votre intuition y trouvera matière à se nourrir et à s'exprimer quoi qu'il arrive. Ensuite, vous avez la signification divinatoire, et je pense que ce jeu est effectivement conçu dans un objectif divinatoire par des personnes dont c'est peut-être la pratique principale du tarot. Moi, c'est pas mon cas, mais ça n'empêche bien sûr que, comme toujours, hein, le tarot, on en fait ce qu'on en veut dans la façon dont on vibre avec. À partir du moment où on vibre avec, voilà. L'usage est laissé à votre pleine liberté, évidemment. La signification divinatoire est exprimée sous forme de mots ou de groupes de mots, séparés par des points-virgules, comme vous voyez. Donc il y a un espèce d'empilement de tout ce que ça pourrait être, et après vous piochez et vous agencez comme vous voulez. On a la même chose pour la signification inversée, la même présentation. Et en ce qui concerne les mineurs, vous n'avez pas la signification divinatoire, c'est-à-dire que les mots-clés et les groupes de mots-clés vont être proposés dans la description de la carte et de la même façon dans la description inversée. Mais à chaque fois, vous avez comment est-ce que vous pouvez l'utiliser en magie, cette carte. Voilà les amis, et puis vous avez quelques tirages à la fin, donc 2 tirages classiques passé, présent, futur, et ici la croix celtique qui est, je crois, légèrement adaptée. Et puis un tirage qui est très intéressant pour résoudre un problème, simple et direct et efficace, toujours dans cette même énergie que je retrouve dans ce tarot. Un tirage des amoureux que moi j'ai du mal à faire parce que j'ai du mal quand il n'y a pas le petit schéma de la disposition quoi, du tirage, j'aime bien. Et puis aussi dans ce que j'en vois en parcourant rapidement le texte, ça ressemble très fort à une disposition que moi j'avais créée pour moi. Voilà ce qu'il en est pour le livret. Je vous montre ensuite les cartes pour que vous ayez un aperçu un peu plus clair du graphisme, que vous puissiez vous mettre en contact avec les cartes. Alors ce que j'aime moi dans ce jeu, c'est que très souvent l'imagerie n'est pas l'imagerie traditionnelle, n'obéit pas à la composition traditionnelle de l'image telle qu'on a l'habitude de la retrouver dans un rider. Et aussi il y a des arcanes qui sont intentionnellement effrayantes, je pense. Et j'apprécie ça. À la fois j'apprécie que ce soit possible de prendre ces distances avec toute la lourdeur qu'il y a dans le bagage de cette idée de mort, et à la fois j'apprécie que des fois elles soient intentionnellement effrayantes, comme ici, où elles ricanent. J'adore cette expression de la mort sur cette carte. Il y a une énorme lune, il y a carrément des morts qui sortent de terre, cette idée des masques qui tombent, ici, là. Ce sont des petites merveilles à détailler, ces cartes, en fait. Ici, le personnage pleure. Si vous le voyez, c'est chouette, on a une belle lumière là qui est claire sans être trop éclatante. Un très beau 6 de coupe qui, dans les tons, autant que dans la composition, dit tellement de choses. Je pense que c'est pour ça aussi que je le sens assez masculin, ce jeu. C'est parce que y a assez peu de choses qui sont laissées au hasard, qu'on nous laisserait deviner, comme sous la clarté de la lune. Le maximum de choses est dites dans ces cartes.
le maximum de sens est fait, le maximum de parallèles sont faits aussi. Et même les couleurs, je trouve, matchent avec l'énergie de la carte. Là, on a cette énergie un peu nostalgique et très douce du 6 de coupe. Je vous ai pas parlé de la qualité des cartes, qui est la qualité qu'on trouve habituellement chez les Wellin, donc quelque chose d'extrêmement souple, de très plastifié, et qui glisse très bien quand on brasse les cartes. Peut-être même un peu trop, parce que parfois les cartes échappent dans tous les sens, qui est quand même très solide. Hein. Pour moi, elles ne s'abîment pas, les cartes de chez les Wellin. Parce que oui, elles sont fines, mais comme elles sont correctement plastifiées et d'une manière qui respecte le grammage, ça bouge pas en fait, c'est l'avantage. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas très agréable sous la main pour moi, mais ça c'est très perso. Ce rendu plastique, moi c'est pas ce que je préfère, mais ça n'empêche que voilà, c'est très subjectif, ça peut pas être considéré à mon sens comme un bémol. Et je vous montre également le dos de la carte, qui est très joli et qui reprend en fait les différents animaux qui ont été attribués aux différentes suites. Donc les écureuils pour les pentacles, le poisson pour les coupes, le loup pour les épées et l'oiseau pour les bâtons. Donc vous voyez toujours cette inversion air et feu. Voilà les amis, je continue. Donc un très beau vide de bâton. Vous voyez, il y a toujours des petits éléments d'ajouter. Non seulement on ajoute un oiseau, mais en plus on lui met une petite cape. Un 10 d'épée que j'adore. Vous voyez comme la teinte respecte la tonalité des épées. Et moi ici, je n'y vois pas d'éléments feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi on est vraiment dans l'air. Hein. On a ce côté dans quasiment toutes les cartes d'épée, hivernale, roche, sec. On n'est pas dans le côté ardent du feu. Une très belle reine d'épée. Magnifique impératrice. Il y a beaucoup de compagnonnage des animaux qui viennent accompagner par leur énergie, leur présence. J'aime beaucoup cette tempérance qui est associée à Hermès, à l'ambroisie, ce soleil qui se lève. Elles ont une présence très définie, très nette, ces cartes, dans l'esprit, dans l'intuition, je trouve. La posture des personnages et les expressions des personnages sont tellement finement travaillées. C'est tellement génial en fait en tirage. Regardez l'expression de ce roi de coupe. Côté jovial, accueillant du roi de coupe. Vous voyez là, ça diffère vraiment d'une composition traditionnelle dans les imageries qu'on connaît. C'est très rare sur une carte de personnage de cour de mettre plusieurs personnages. Moi en fait j'en suis encore tout émerveillée des possibilités qu'elle offre cette carte, et j'ai encore un peu de mal à la lire clairement. C'est pas que ça me déconcentre, ça me fait un peu bouger sur mes certitudes habituelles ou mes repères habituels en tout cas, et c'est génial, moi j'adore. J'aime énormément cet empereur qui est beaucoup plus dans une énergie animale que dans une énergie organisée. Quelle virilité, c'est magnifique. Et vous voyez cet as de coupe, la composition de l'image, le fait de le voir en contre-plongée, le fait qu'on a l'impression qu'il émerge des eaux. Moi en fait quand je vois ces cartes, j'entends le bruit que ça fait, je ressens la dynamique, je ressens le mouvement dans cette carte-ci. Alors pas dans la carte de l'empereur bien sûr, puisque c'est une carte d'autorité posée, imbougeable. Donc l'énergie est posée, donc je ressens une énergie posée. Je sais pas comment dire, c'est vraiment remarquable d'expressivité en fait. J'aime énormément ce 4 de coupe, et voyez, tous les détails de l'habillement du personnage renvoient à cette énergie de 4 de coupe. Le crabe qui se retrouve sur son crâne qui est couvert, le fait qu'il ait un ventre légèrement proéminent, moi ça me fait penser à ça, les émotions qui stagnent, etc. Jamais je ne renoncerai à ma réserve de noisettes. Voilà, super cavalier de pentacle. Ce 2 de bâton, pardon, qui est très intéressant avec les cordes qui sont posées sur le bras gauche et le pied droit du personnage. Ce côté tiraillé, envie, mais
Qu'est-ce que j'écoute? À l'affût. Je vous ai pas dit sur les cartes, mais vous devez le voir depuis tout à l'heure. Le petit cartouche là, dans lequel est spécifié le nom de la carte, est légèrement brillant. Bon, moi ça je suis pas fan, hein. Je trouve ça semi-kitschouille, mais bon, pas trop non plus. Ça va. Le 5 d'épée, ah voilà. 4 d'épée, 5 d'épée, regardez, là ça raconte une petite histoire. Et ça c'est vraiment intéressant, quand on a cette cohérence, un tarot qui a de la suite dans les idées. Alors là, on a des éléments à foison, ici, là, c'est ça qui est génial parce que il faut vraiment l'utiliser beaucoup de fois pour voir tous les éléments qu'il y a sur ces cartes en fait. Cette reine de coupe, de la même façon, là, elle met le pied dans une eau apprivoisée, mais elle a une eau sauvage derrière. Et j'entends moi le fracas des chutes quand je regarde cette carte. Et la lumière est très travaillée aussi. Vous voyez, comme là, elle vient de manière oblique, alors qu'ici, c'est une lumière de midi. Regardez cette reine de pentacle, elle est endormie. Moi, je trouve ça génial. Ça exprime tellement cette énergie paisible qui a tout ce dont elle a besoin. Son siège est en pierre. Et ce page d'épée avec cette énorme épée. Et puis ce petit air franc et malicieux à la fois. Un 8 de pentacle qui est remarquable également, que j'adore. Voilà, qui a cette notion en plus du travail patiemment et accompli avec amour et avec soin. Il y a aussi une idée des retombées de ce travail qui est aussi qu'on prend soin de sa maison, des siens, de ses compagnons et au quotidien par une somme d'attention, pensée concrète. Je trouve ça génial. J'aime aussi beaucoup l'énergie un peu barbare de ce roi de pentacle. Très relié à la nature pour le coup. Un soleil que j'ai pas encore fini d'explorer dans la complexité qui l'illustre là. Parce que pour moi, le métier à tisser, c'était plutôt une énergie féminine, une énergie lunaire. Et là, on le voit dans son aspect solaire. Alors là, on voit une carte d'épée qui est associée à l'élément feu. Et là également. J'aime beaucoup ce 9 de bâton aussi, où on a à la fois cette idée de se protéger qui peut paraître légitime, et en même temps, elle n'est pas dans son cercle de protection, cette femme. Elle va s'enfermer dans autre chose, de trop rigide, de peut-être moins efficace, où son énergie pourrait presque se retourner contre elle-même en fait. On a un 7 d'épée qui est très intéressant aussi, sur lequel on sent, je trouve, l'attention et l'empathie que le personnage qui porte les épées adresse aux compagnons qu'il quitte pour le moment. J'ai l'impression en fait que ce personnage il vérifie que le feu est encore assez réchauffant pour ses compagnons, qu'ils ont bien cette épée qui va leur servir, qu'ils ont bien tout ce qu'il faut, le temps qu'ils s'absentent et le temps qu'ils comprennent ce qu'il a à comprendre, qu'il aille faire ce dont il a besoin pour lui, mais sans pour autant oublier ou négliger les autres. Et je trouve ça intéressant de la mettre, cette énergie, sur un 7 d'épée. En tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Pour pas qu'on tombe dans une interprétation systématiquement négative et caricaturale de la carte. Un 8 de coupe qui est agréablement revisité. Un 5 de bâton que j'adore. Vous voyez ce que ces personnes réveillent avec ce bâton. Ils ont les yeux bandés, ils voient pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience en fait de ce qu'ils risquent de provoquer avec leur petit conflit larvé. Et ce que je préfère, c'est ce petit personnage là qui participe pas à la dispute et qui n'arrête pas non plus la dispute, qui regarde le tout d'un œil narquois. Un 5 de coupe qui est, je trouve, aussi très parlant. Parce qu'on voit ces coupes qui sont renversées et on espère très fort que celles qui restent vont se remplir à nouveau. Il y a cette idée de souhait qui pourrait se réaliser si on se met en osmose avec la bonne énergie pour ça. Les cavaliers sont tous très carapassonnés dans ce jeu, de pied en cap.
Alors un jugement qui est très witchy pour le coup, effectivement. J'aime aussi beaucoup ce 9 de pentacle où effectivement tout est parfait hein, dans son domaine, c'est riche, c'est bien rangé, bien organisé. Il n'y a rien qui n'est pas à sa place, il n'y a rien qui manque et en même temps elle a l'air de tellement s'ennuyer avec son petit compagnon écureuil qui est comme capuchonné en deuil en fait d'une certaine façon. Et puis ici solidifié en pierre sur sa petite fontaine. Une justice qui est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous voyez ici, sa main gauche est squelettique et tient une grenade en référence au mythe de Perséphone. On a des personnages qui sont dans des énergies très différentes, que ce soit la colonne blanche à droite ou la colonne sombre à gauche. Très riche. Vous voyez cette énergie radieuse du monde qui est traduite dans la couleur qui est utilisée. Cette fameuse haute prêtresse qui est masquée et gantée. Un pendu qui est très 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 flippant. Et qui est présenté à l'endroit sur la carte, mais qui en réalité se trouve à l'envers, puisque le feuillage se trouve ici. Vous voyez le hiérophante en regard de la haute prêtresse. Je trouve ça génial de les avoir tous les deux masqués, comme si ça n'a pas de visage et ça n'a pas de peau. En fait, ça n'a pas de présence animale instinctive. C'est une présence du savoir, sans subjectivité d'une certaine manière, et que dans le hiérophante on présente ce côté qui est également un côté dominateur, hein, avec le fouet, de mettre l'accent sur l'obéissance et sur ce qui relève aussi de la transgression dans le cadre de cette obéissance, puisque la femme cache quelque chose ici et l'homme a une queue de démon. Il y a tellement de choses à voir et tout se carré, alors que là, y compris sur le masque, alors que là tout est rond avec cette haute prêtresse. Et il y a un enfant, alors ça j'ai pas encore creusé ce que ça peut vouloir dire, mais on n'en finit pas avec ce tarot en fait, c'est ça qui est top. Comme pour le fait que j'aime les gros livres, j'aime les tarots qui sont très fournis, j'aime bien avoir beaucoup d'occupations en perspective, beaucoup de perspectives nouvelles. La tour est originale également, puisqu'il n'y a pas seulement un personnage avec une couronne qui tombe, mais aussi des personnages qui sortent par le bas de la tour, les fondations étant grignotées elles également, et on a ce personnage qui les attaque. Alors là, j'ai pas encore vraiment mis de sens là-dessus. C'est intéressant que le 4 de bâton représente 2 femmes et le 2 de coupe, je ne sais pas si on l'a vu défiler encore ou non, représente 2 hommes. Donc il y a un côté inclusif aussi à ce tarot, parmi ses nombreuses qualités. Ici, c'est non identifié au niveau du genre, et c'est d'autant plus intéressant. On a un chariot qui présente un seul cheval. Vous voyez le 2 de coupe, magnifique, hein, vraiment. Et un 6 d'épée que j'aime énormément aussi, parce que cet homme, lui, a les yeux ouverts et exorbités comme dans une vision incroyable. Il a le soleil au-dessus de sa tête, donc il voit, il a la conscience d'eux, et elle guide, non pas parce qu'elle voit ou qu'elle sait, mais parce qu'elle sent, en fait. C'est comme une espèce de complémentarité dans la compréhension, la réalisation, le eureka du 6 d'épée, quoi. Incroyable, 2 d'épée, magnifique. Vous voyez tous les petits détails ici, sur la carte de l'ermite, les clés qui sont tombées de son trousseau. Hein. Le sablier. Magnifique, roi d'épée. Et la lune, que je trouve assez amusante avec cette idée du chien et du loup, mais le chien, c'est un petit roquet, quoi. Ok. Ça donne un petit côté mignon et drôle à cette carte de la lune. Voilà les amis, ce que j'avais envie de dire, de communiquer sur ce tarot, qui me plaît énormément. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez dans les commentaires. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.